Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et c'est toujours un plaisir de retrouver sur le plateau Henri Chavadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. On se retrouve Henri pour notre rendez-vous de l'année pour parler des perspectives macroéconomiques. Ce sera pour le dernier trimestre de 2023. Au moment où on se parle, on traverse, on peut le dire, un petit épisode de turbulence sur les marchés. On ne va pas refaire l'histoire, des taux à des niveaux records, du jamais vu depuis 15 ans, ça s'affiche dans les médias un petit peu partout. Est-ce que c'est le signe, Henri, que les investisseurs sont seulement en train de prendre conscience de ce qu'implique le higher for longer de Powell, à savoir des taux élevés, certes, et qui vont le rester longtemps? Ouais. À mon avis, c'est exactement cela, mais ce n'est pas que cela. Oui. D'accord. Effectivement, l'histoire du troisième trimestre, ça a été l'histoire de taux d'intérêt de plus en plus élevés pour atteindre des niveaux records, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oui. Et effectivement, on s'attendait à ce que ces taux montent chez BlackRock. D'ailleurs, on ne partageait pas du tout le consensus du premier semestre du marché pour un atterrissage en douceur. On s'attendait effectivement à ce que le banquier central américain, le banquier central européen réaffirment leur volonté de lutter contre l'inflation et pour ce faire, maintiennent des taux plus élevés plus longtemps, ce qui a été constamment réaffirmé par les banquiers centraux. Pour le coup, une belle constance. Mais c'est un petit peu un discours auquel les investisseurs ne croyaient pas. Oui. Nous, on y croyait, on s'attendait effectivement à ce qu'à un moment ou à un autre, ça se traduise au niveau de l'évolution des taux. Oui. Donc effectivement, on a vu les taux monter, on les a vus franchir de nouveaux caps, mais ce n'est pas uniquement du fait du discours des banquiers centraux. Il s'est passé d'autres choses au cours du troisième trimestre qui expliquent un peu ce phénomène d'emballement, d'accélération très rapide, qui s'est d'ailleurs essentiellement matérialisé au cours du mois de septembre. Oui. Donc si on essaie de faire un petit peu le bilan, il y a évidemment comme première raison le fait que à force de répéter le même message, ça finit par rentrer. Donc les banquiers centraux ont fini par être entendus. Il y a aussi un deuxième effet qui est lié à l'évolution à la hausse des prix des matières premières, et en particulier du pétrole, puisqu'on a eu un accord de la part de certains membres de l'OPEP pour réduire les quotas de production. Arabie Saoudite et Russie en tête. Exactement. Ça a soutenu à la hausse les prix du pétrole, et ce sans doute pour longtemps, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ces pays producteurs s'organisent pour maintenir les prix du pétrole à des niveaux élevés. Et ça, évidemment, c'est un facteur à la hausse sur l'inflation. Évidemment, l'inflation de tête, l'inflation headline, mais aussi, on le sait, par effet de diffusion sur ce qu'on appelle l'inflation core, c'est l'inflation cœur, et sur la progression des salaires. Donc, c'est une épine dans le pied des banquiers centraux qui ne peuvent réagir qu'en maintenant des taux, entre guillemets, encore plus élevés, encore plus longtemps. Il y a un troisième effet qui était vraiment un effet spécifique au mois de septembre et très spécifique aux États-Unis, qui est lié aux problématiques rencontrées par le Congrès américain pour voter le budget fédéral. Le mélodrame du shutdown. Le mélodrame du shutdown. On regardait ça avec beaucoup d'intérêt depuis l'Europe. On se demandait pendant ce week-end s'ils allaient trouver ou non un accord. Finalement, ils ont trouvé un accord à la 11e heure. In extremis. In extremis, comme c'est souvent le cas. Oui. Malheureusement, cet accord a laissé des traces. Vous avez vu que le speaker du camp républicain a été... Il a laissé sa place. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui... tout le monde ne sait pas forcément, c'est que cet accord, il ne vaut que pour 6 semaines. C'est un accord temporaire, il faut trouver un accord plus durable. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de speaker, c'est-à-dire plus de leader du camp républicain à la Chambre des représentants pour négocier un tel accord. Donc il faut déjà que les républicains se mettent d'accord, malgré leur division, sur une ligne. Et on a vu combien il était difficile de trouver une ligne. Donc évidemment, dans ces conditions-là, du point de vue du marché, il y a sans doute un effet de reconstitution de primes de risque. Et ça c'est un des facteurs qui a contribué à la hausse des taux américains. Le dernier facteur, c'est évidemment ce qui se passe au niveau on va dire de manière plus fondamentale, au niveau des déficits budgétaires américains, qui continuent à être élevés, et qui sont d'ailleurs plus élevés que ce qui était initialement anticipé. Ça a été un peu la mauvaise surprise du troisième trimestre. Avec en face de cela un banquier central qui continue à réduire la taille de son bilan. Donc, si on veut que le marché s'équilibre en termes d'offres et de demandes d'obligations américaines, le facteur d'ajustement, c'est le prix. Et le prix d'une obligation, ça se traduit au niveau de son taux d'intérêt. Au niveau de son rendement. Voilà. Donc, in fine, ce troisième trimestre, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent la hausse des taux. Des facteurs fondamentaux, des facteurs plus techniques, des facteurs plus conjoncturels. Mais globalement, cette hausse des taux n'est pas vraiment une surprise. En tout cas, ce n'est pas une surprise pour nous. C'est un peu la boucle est bouclée. Voilà, la rapidité du mouvement en soi, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait prévu, mais la tendance de fond qui était à la hausse, c'était quelque chose qu'on avait intégré dans notre scénario. Est-ce que ça veut dire... On a l'impression quand même, Henri, quand on regarde justement le mouvement des banques centrales, que la messe n'est
presque dite et que maintenant, on va passer un petit peu de l'attente presque fébrile qu'on avait de chaque décision de politique monétaire à scruter vraiment maintenant l'activité économique en guettant récession par récession, atterrissage en douceur, notamment aux États-Unis et encore plus particulièrement en Europe, dont on sent qu'elle est la zone peut-être plus fragile. Oui, parce que les banquiers centraux nous ont dit eux-mêmes qui naviguait aux étoiles par un ciel embrumé. L'expression de M. Powell, c'est très poétique, oui, c'était l'expression de M. Powell au séminaire de Jackson Hole. Oui. Mais plus sérieusement, en fait, les banquiers centraux nous ont dit qu'ils étaient data dependent, c'est-à-dire qu'ils vont se fier aux données qui sont publiées, aux données macroéconomiques, pour déterminer s'il faut ou non des hausses supplémentaires de taux d'intérêt, et surtout combien de temps il va falloir maintenir les taux à ces niveaux-là. Donc on a vu que le marché a progressivement intégré un scénario de taux plus élevé plus longtemps. Et la question de fond, finalement, c'est de savoir si les banquiers centraux ont fait le job, pour reprendre encore une fois une expression de M. Powell. Oui. Voilà, est-ce que le boulot a été fait, ou si malheureusement il va falloir en faire encore. Et de ce point de vue-là, justement, ce que je disais à l'instant sur la hausse des prix des matières premières énergétiques n'est évidemment pas une bonne nouvelle, parce que ça peut les conduire à reconsidérer leur position, qui aujourd'hui est quand même, tu l'as dit, assez proche de l'état d'esprit de la pause. Oui. On devrait peut-être avoir encore une hausse de taux de part et d'autre de l'Atlantique d'ici la fin de l'année, mais on sent bien qu'on est désormais très très proche de la pause. La pause ne veut pas dire la baisse. Ce que le marché attend d'abord et avant tout, c'est l'inversion de la politique monétaire. Finalement, c'est une forme de détente de la politique monétaire. Là, selon nous, ce n'est pas quelque chose qui est susceptible d'arriver avant plusieurs trimestres. Donc on est beaucoup moins optimiste que le marché. Le marché aujourd'hui s'attend à des premières baisses de taux aux alentours du deuxième trimestre de l'année 2024. On pense que malheureusement le risque est plutôt d'avoir des mauvaises surprises de ce point de vue-là, sauf peut-être en zone euro, où là, tu le disais toi-même, en zone euro, on a une configuration macroéconomique, un mix croissance-inflation qui est beaucoup plus compliqué, un atterrissage en douceur qui est quasiment impossible à négocier, d'accord. Ça atterrira, mais moins en douceur. Voilà, ça risque d'atterrir. Et d'ailleurs, on le voit, l'Allemagne est déjà en récession, d'autres pays ralentissent quand même plus franchement. Et donc, de ce point de vue-là, le banquier central va être sans doute plus réactif pour ajuster sa politique monétaire. Bon. Il y a ce mouvement, il y a aussi le retour assez dramatique du géopolitique dans l'équation. Vous parliez de la hausse des matières premières, il y a eu les attaques terroristes du Hamas en Israël. Est-ce que ça, à court terme, ça rajoute aussi de la volatilité, de l'incertitude? On pense bien sûr au marché pétrolier, on pourrait penser aussi au marché du gaz. Il y a un champ gazier qui a été mis à l'arrêt. On a eu aussi un accident assez étrange du côté de la Finlande avec le Baltic Connector. Encore un pipeline, ouais. Ouais, encore un pipeline, bizarrement. Est-ce que voilà, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez ajouté à votre cahier des indicateurs à surveiller? Oui, on regarde de très près ce qui se passe sur le front des matières premières énergétiques et on ne peut que constater une reconstitution des primes de risque. Je parlais tout à l'heure de l'accord de certains membres de l'OPEP, donc la Russie, l'Arabie Saoudite, pour réduire les quotas de production. Plus, oui, voilà, pour réduire les quotas de production et in fine pour maintenir le prix du pétrole à un niveau plus élevé que son niveau d'équilibre. D'accord ? On parlait de ralentissement économique. Traditionnellement, quand il y a ralentissement économique, il y a baisse de la demande, il y a détente au niveau de l'offre et de la demande sur le marché du pétrole, et donc on a un prix du pétrole qui s'ajuste à la baisse et qui de ce fait joue un rôle un peu contracyclique. D'accord ? C'est qu'il amortit le ralentissement de la demande. Là, ce n'est pas du tout ce qu'on observe, puisque on a un cartel de l'OPEP qui s'est organisé pour maintenir le prix du pétrole à un niveau durablement élevé, plus élevé que son niveau d'équilibre. Et surtout, on a des producteurs de pétrole et de gaz de schiste américains qui ne jouent plus leur rôle de stabilisateur, celui qu'ils avaient joué pendant à peu près 10-20 ans, parce qu'ils étaient capables de produire énormément de pétrole et finalement de compenser les baisses. Ils sont quoi? Ils sont plus sur le marché, Henri? Alors, ils sont moins sur le marché. Oui. Ils sont moins sur le marché parce que l'environnement a changé, les conditions de refinancement sont plus compliquées. Oui. Donc aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher d'emprunter, donc ça coûte plus cher d'investir pour renouveler les capacités de production. Et les capacités de production de gaz et pétrole de schiste, ça s'épuise assez rapidement en fait. Il faut constamment réinvestir pour aller explorer de nouveaux champs. Donc malheureusement, comme les conditions de refinancement sont plus compliquées, on va dire, voilà, plus complexes, il y a moins d'investissement, donc il y a moins de nouvelles capacités de production que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et surtout, on a une politique, et ça à la limite, on ne peut que s'en féliciter, qui est quand même moins favorable aux producteurs de gaz, finalement d'énergie fossile aux États-Unis, dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Et forcément, dans ce contexte-là, les producteurs, ils s'ajustent, ils s'adaptent. Et aujourd'hui, ils essaient plutôt de rembourser leurs dettes, de retourner du capital à leurs actionnaires, d'améliorer la structure de leur bilan, mais ils investissent moins et de ce fait, ils produisent moins. Ce qui fait que la maîtrise du marché, du prix du marché, finalement, est repassée du côté de l'OPEP.
Et effectivement, tu as raison de le souligner, sur le gaz, on assiste à de nombreuses tensions. Oui. On a d'abord eu, on va dire, ces grèves, notamment un peu dans l'hémisphère sud. On a ensuite ce qui se passe avec le pipeline, et on voit bien qu'on est en train de rentrer dans une saison qui est une saison traditionnellement plus tendue au niveau de la demande de gaz, tout simplement parce qu'on va rentrer dans la période de chauffe en Europe. Et donc tout ça mis bout à bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est normal d'avoir une reconstitution de la prime de risque sur les matières premières énergétiques. Tout est de savoir jusqu'où on va aller. Alors, quant à l'instabilité régionale au Moyen-Orient, on va dire que c'est malheureusement une mauvaise nouvelle de plus. Heureusement, pour le moment, le conflit reste localisé. Donc la prime de risque, on l'a vu tout de suite dans la réaction du prix du pétrole, ça a été quelques dollars. Si on s'en tient là, en soi, ce n'est pas trop problématique. Mais évidemment, s'il devait y avoir généralisation du conflit, ou en tout cas extension du conflit au niveau régional, là ce serait beaucoup plus compliqué à gérer du point de vue macroéconomique. Bon, comme les banquiers centraux, les marchés aussi, hein, ils naviguent un petit peu aux étoiles dans un ciel embrumé, brouillé, je ne sais pas quelle était l'expression exacte. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution des marchés dans les mois à venir et des différentes classes d'actifs? Alors ça dépend de l'horizon qu'on prend. D'accord. Si on est sur un horizon stratégique, et la plupart en général des investisseurs sont plutôt sur un horizon stratégique, c'est en gros 5 ans, 7 ans, 10 ans. C'est un horizon qui correspond à la durée normale de détention de la plupart des actifs. Sur ces horizons-là, finalement, il faut faire la différence entre finalement, le bruit de marché, et ça c'est la réaction naturelle à des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et au cours des dernières années, on en a eu beaucoup. Et ce bruit de marché va compter beaucoup moins sur ces horizons stratégiques. Finalement, petit à petit, il va passer avec le temps. Voilà, ça va être remplacé par d'autres nouvelles. Et in fine, ce qui va d'abord et avant tout faire évoluer les prix d'actifs, ça va être les données fondamentales. Donc sur un horizon stratégique, BlackRock n'a pas dévié de sa position historique, ce qui est une position surpondérée sur les marchés d'actions, sous-pondérée sur les marchés obligataires, même si on est en train un petit peu de faire évoluer cette position sur les marchés obligataires parce qu'on prend acte de la hausse des taux, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc désormais, on pense qu'on est désormais sur des primes de risque qui sont attractives sur la partie courte des courbes. On reste plutôt sous-pondéré sur la partie longue des courbes, c'est-à-dire sur les maturités 5 ans, 10 ans. D'accord. Mais globalement, voilà, un portefeuille stratégique reste surpondéré sur les actions et commence à être réinvesti sur la partie courte des courbes obligataires. Sur un horizon plus tactique, le tactique en général sur les marchés, c'est en gros le 3 mois, 6 mois, 1 an. Là, il faut tenir compte du fait que l'incertitude augmente. Elle ne fait qu'augmenter en fait. D'abord parce qu'on a ces nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes en ce moment. Et puis ensuite parce qu'on est dans un régime de transition. On avait la chance d'évoluer dans un régime qui était extrêmement favorable pour les investisseurs. C'est ce qu'on a appelé la grande modération. Et on va vers quelque chose de différent, dans lequel on va avoir structurellement moins de croissance et plus d'inflation. Moins de croissance, plus d'inflation, ça veut dire malheureusement qu'il n'y a pas que des gagnants, il n'y a pas que des vainqueurs. C'est beaucoup plus compliqué de déterminer quelles vont être, de tirer son épingle du jeu. Et donc là, le marché sans arrêt va être en train d'ajuster le niveau des prix en fonction de sa lecture de justement quels seront les vainqueurs et les perdants de ce nouveau régime. Et donc, dans un environnement qui est naturellement plus volatile, plus risqué, nous, on considère que tactiquement, il vaut mieux être prudent sur les actions, c'est-à-dire en avoir peut-être un peu moins que ce qu'on aurait l'habitude d'avoir en rythme de croisière, et se concentrer vraiment sur la partie courte des courbes de taux, donc le crédit court, les obligations courtes, parce que là, objectivement, on a très peu de sensibilité à l'évolution des taux, et on a un rendement qui est attractif. Question, oui, si on reste justement sur les actions, on ne va pas refaire l'histoire. On a eu un premier semestre qui a été marqué par la tech, notamment aux États-Unis, par l'émergence extrêmement rapide de l'IA. On a toujours le luxe. Qu'est-ce qu'on va commencer à regarder? Est-ce qu'on reste sur ces secteurs qui ont fait la performance? Est-ce qu'on commence à regarder les valeurs cycliques? Quand je vous écoute, peut-être pas. Est-ce qu'on regarde? On a longtemps dit aussi que ce serait le retour des valeurs décotées. Quel petit bilan on peut faire en ce mois d'octobre 2023? Alors là aussi, c'est une question d'horizon. Mais chez BlackRock, sur ces questions-là, on a quand même une tendance naturelle à privilégier l'approche stratégique, l'approche fondamentale. Ce qui nous intéresse, c'est finalement plus d'identifier les grandes tendances, on appelle ça les méga-tendances, qui vont venir soutenir de manière structurelle, un petit peu comme des vents porteurs, le développement économique de certaines valeurs ou de certains secteurs. Donc on en a identifié un certain nombre. Historiquement, il y a le vieillissement démographique qui nous conduit, et je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, à être plutôt surpondéré sur le secteur de la santé. Il y a la digitalisation croissante de nos modes de vie, et ça veut dire qu'on est structurellement surpondéré sur le secteur de la tech.
On a aussi la décarbonation de nos économies, et ça nous pousse à être assez favorable à certains pans, notamment des matières premières et des secteurs énergétiques. Et tu as raison de le souligner, on a eu ce phénomène de l'IA qui est apparu au deuxième trimestre. Et la question qu'on s'est posée chez BlackRock, c'est de savoir si c'était un feu de paille ou si c'était quelque chose de plus structurel. Et on a acté dans ce débat en disant que c'était quelque chose de structurel. C'est quasiment l'équivalent d'une révolution technologique. Oui. C'est équivalent à ce qu'a été Internet à ses débuts. Voilà, il y a cela plus de 20 ans. C'est aussi d'une certaine manière peut-être équivalent à ce qu'a été la robotisation, l'arrivée des robots dans les usines. Si on réfléchit bien, l'intelligence artificielle, c'est la manière d'introduire, d'automatiser un certain nombre de process, de traitements dans le secteur des services essentiellement. Donc finalement, c'est l'équivalent de l'arrivée des robots pour le secteur industriel dans le secteur des services. Et on sait qu'on a besoin de gains de productivité alors même que nos populations vieillissent et qu'on a une tension sur le marché de l'emploi. Donc si l'intelligence artificielle est au niveau de nos attentes, c'est effectivement une révolution pour le secteur des services. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les investisseurs, c'est une formidable opportunité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas directement aujourd'hui investir dans l'intelligence artificielle. Il faut comprendre comment ça marche, c'est déjà, pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, ils ne sont pas tous investissables, et surtout, tous ne seront pas gagnants à la fin. C'est ça. Donc l'approche de BlackRock, c'est plutôt de dire, aujourd'hui, quels vont être les vainqueurs de cette révolution. Et selon nous, il y en a deux grandes catégories. Il y a d'une part, justement, les entreprises, les secteurs qui vont le plus bénéficier des gains de productivité induits par l'intelligence artificielle. Et d'autre part, les valeurs et les secteurs qui vont fournir les outils nécessaires au déploiement de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, il va falloir des capacités, il va falloir de la ressource. On peut penser au secteur des semi-conducteurs, par exemple, aux microprocesseurs. Ces acteurs-là sont les acteurs qui, naturellement, vont le plus bénéficier de ce vent porteur. Bon, on termine par une question boule de cristal, Henri. Je suis sûr que vous allez adorer. Le CAC 40, au-dessus ou j'ai peur. Ou en dessous des 7000 points à la fin de l'année? Eh ben, j'ai oublié ma pièce de monnaie. Parce que là, on est en octobre. La fin de l'année, traditionnellement, la trêve des confiseurs, ça démarre à peu près mi-décembre. Prévoir l'évolution d'un marché d'actions sur un horizon aussi court, ça relève de la divination. La boule de cristal. Je ne répondrai pas à cette question. Ce que je peux dire, c'est que le CAC 40, aujourd'hui à 7000, c'est un indice un peu particulier avec un certain nombre de valeurs phares. Dans certains secteurs bien identifiés, l'énergie avec Total, les valeurs du luxe. Là, on a vraiment une belle collection, une belle brochette. Kering, LVMH, Hermès, L'Oréal dans une certaine mesure. Mais on dit aussi que la France n'est pas un pays industriel et pourtant, il y a pas mal de très belles valeurs industrielles comme Air Liquide, comme Schneider Electric dans le CAC 40. Et finalement, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui sont... les entreprises qui constituent le CAC 40 sont des entreprises qui sont extrêmement compétitives à l'international. Et la compétitivité, c'est important parce que c'est la capacité à générer de la croissance dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de croissance. D'accord ? Et dans lequel, d'ailleurs, il y en aura peut-être de moins en moins. Donc, comme sur le reste des marchés d'actions, BlackRock, on va dire, sera plutôt positif sur le CAC 40, mais pas à l'horizon de la fin d'année, sur un horizon plus stratégique. Et voilà, belle réponse, hein, Henri Chabadel. Merci pour ces explications. On se retrouve en 2024 pour faire le bilan de cette année et présenter ce qui nous attend justement pour l'année à suivre. Exactement, on regardera ce qu'il y a eu sous le sapin de Noël à cette occasion. Merci beaucoup Henri. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.